Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans Déclic. C'est votre nouvelle émission, votre nouveau rendez-vous économique sur Canal Algérie. Alors ce soir, nous abordons un dossier majeur de l'actualité nationale, le projet de loi de finances 2026. Vous l'avez vu, cette semaine, il a été présenté à l'Assemblée populaire nationale, un texte qui s'inscrit dans la continuité des réformes économiques engagées ces dernières années, avec pour objectif de préserver les équilibres budgétaires, stimuler la croissance aussi, hors hydrocarbures, il faut souligner, et renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Alors parmi les principales mesures annoncées, la création de près de 98 000 nouveaux postes d'emploi en 2026, dont 45 000 dans l'éducation nationale, 24 000 dans la santé, des avantages également fiscaux prolongés pour les start-up et les incubateurs, la réduction à 0% du taux d'intérêt sur certains prêts immobiliers destinés aux fonctionnaires, et puis les incitations écologiques, exonération pour les véhicules électriques et taux réduits pour les matières premières destinées aux panneaux solaires. Alors le texte prévoit aussi plus de 8 milliards de dinars de recettes et près de 17 600 milliards de dépenses avec un déficit budgétaire estimé à plus de 5 000 milliards de dinars. Alors entre mesures sociales, transition économique et ambition de diversification, que faut-il réellement retenir de ce PLF 2026? Quel impact sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la relance productive? Pour en débattre, j'ai le grand plaisir d'accueillir mes deux consultants avec moi sur ce plateau. D'abord, Mohamed Achir, vous êtes enseignant, professeur en économie à l'université Mouloud Maamri Tizi Ouzou et vous êtes également notre consultant sur Canal Algérie. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Également, plaisir partagé. Et puis, un nouveau venu avec nous, Hicham Baba Ahmed. Hicham Baba Ahmed, vous êtes également enseignant. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est marketing digital et vous êtes notre consultant également à Canal Algérie. Merci Hicham Baba Ahmed de rejoindre l'équipe et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci messieurs d'être avec moi sur ce plateau. Bien sûr, Déclic continuera durant cette saison avec des invités et on aura l'occasion de débattre de plusieurs thématiques pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, on se concentre, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, sur le PLF 2026, ce projet de loi de finances qui captive les regards. Avant de débattre avec mes consultants sur les points de ce projet de loi, je vous invite d'abord à suivre ce sujet rétrospectif sur les principales mesures qui sont incluses dans ce projet, avec ce sujet signé Rina Lorari. Le projet de loi de finances 2026 trace une courbe budgétaire ambitieuse pour les 3 prochaines années, mettant en lumière une stratégie économique orientée vers la diversification, la relance par l'investissement et la consolidation des acquis sociaux. Un budget record évalué à 17 636,66 milliards de dinars qui table sur une croissance économique de 4,1% en 2026 avec un prix de référence du baril fixé à $60. Le produit intérieur brut devrait atteindre 41 900 milliards de dinars, dont 36 286 milliards hors hydrocarbures, portés par l'agriculture, l'industrie et le bâtiment. L'inflation, quant à elle, devrait être maîtrisée à 2,9%, traduisant une confiance dans la reprise de l'économie nationale et dans l'efficacité des réformes structurelles engagées ces dernières années. L'investissement public demeure au cœur de la politique budgétaire, franchissant la barre des 15 816 milliards de dinars, soit près de 83% du budget total. Une orientation qui confirme la priorité donnée à la modernisation du pays, à la relance économique et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Les dépenses sociales s'élèvent pour leur part à 1 933 milliards de dinars, avec un ciblage renforcé des besoins prioritaires, santé, éducation et solidarité nationale. Cet effort témoigne de l'attachement de l'État à la justice sociale. Le PLF prévoit une augmentation de la masse salariale de 1,4% pour représenter près d'un tiers du budget global, tandis qu'un montant de 657 milliards de dinars sera consacré pour les subventions aux produits de large consommation. Les transferts sociaux atteindront 2 284 milliards de dinars, dont 420 milliards pour la prime de chômage et 424 milliards pour les pensions de retraite. Sur le plan fiscal, le texte introduit plusieurs mesures incitatives, à savoir la réduction du taux d'imposition sur les dividendes qui passe de 15 à 10%, ainsi que l'exonération de la contribution de solidarité pour certains importateurs.
S'inscrivant dans la continuité des réformes économiques, ce PLF entend faire de 2026 une année charnière, en posant les fondations d'une nouvelle économie structurée autour de l'investissement productif, de la gouvernance budgétaire, de la diversification des sources de revenus, traduisant ainsi la volonté de l'État de maintenir la croissance, de réduire le chômage et préserver la cohésion sociale. Donc le projet de loi de finances 2026 en chiffres avec Rina Lorari. On va s'arrêter à un chiffre en particulier, 4,1%. C'est ce sur repose justement ce projet de loi de finances comme étant un taux de croissance pour le PIB qui est en hausse. Mohamed Achir, est-ce que le scénario est optimiste ou réaliste selon vous? Est-ce qu'on peut se projeter sur ce chiffre? Je pense que ce scénario est réaliste parce qu'on est sur une trajectoire de croissance maintenant, pratiquement depuis 2022. Tous les secteurs d'activité économique enregistrent une croissance économique, surtout le secteur de l'agriculture, mais aussi pour les prévisions de 2026, il y aura un rebond du secteur de l'industrie. Il est attendu que ce secteur enregistrerait un taux de croissance de 6,2%. Donc c'est très très important quand même. Mais d'ailleurs l'ONS a publié il y a quelques jours seulement les statistiques du premier trimestre 2025 dans lequel il a été constaté un taux de croissance assez important du secteur public industriel. Environ 6%. Donc c'est une tendance que va être confirmée en 2026. Donc ce sont toujours des projections. On parle aussi d'un autre chiffre, 4,5% d'ici 2028. C'est une tendance qui va aussi vers la hausse. Vous confirmez que c'est grâce à ce secteur industriel, mais également l'agriculture qui reste quand même le moteur le plus dynamique pour régir cette croissance. Effectivement, le secteur industriel a été en quelque sorte le catalyseur. Surtout depuis la pandémie de la Covid-19, c'est le secteur agricole qui a tiré la croissance économique. C'était une moyenne de 6% annuellement. Donc c'est une performance quand même assez importante. Et ces perspectives restent toujours, c'est-à-dire positives. Mais quand on parle sur le plan, c'est-à-dire comment qu'il va se concrétiser ce taux de croissance de 6,2% de l'industrie, ou bien une moyenne de 6%. Donc je pense à la fois dans le secteur public, il est attendu quand même une reprise d'un certain nombre d'entreprises. Donc il faut rappeler qu'il y a déjà des entreprises récupérées par les pouvoirs publics et qui ont été, c'est-à-dire mises en marche dans plusieurs secteurs. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a environ... je ne me rappelle pas du chiffre au niveau de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Donc, c'est plusieurs milliers de projets qui sont inscrits sur cette plateforme-là, donc, dont une bonne partie dans le secteur industriel. Donc, cela veut dire que leur concrétisation sur le terrain va sans aucun doute booster le taux de croissance du secteur industriel. Et c'est l'un des objectifs suprêmes actuellement de la politique économique des pouvoirs publics. C'est comment, c'est-à-dire relancer le secteur industriel et atteindre à moyen ou à long terme au moins une participation de l'industrie à 12% du PIB. Alors, c'est très intéressant justement de s'intéresser à ce secteur industriel qui est pourvoyeur aussi d'emplois, notamment chez le privé. La croissance annoncée doit aussi se traduire dans la vie quotidienne, on est d'accord, Hicham Bab-Ahmed. Est-ce que ces mesures contenues dans ce texte permettront justement une amélioration réelle? On est en train de parler d'un texte qui introduit certaines mesures d'accompagnement, de défiscalisation, si ce n'est réduire ou alors ralentir quelques mesures fiscales pour certaines activités, certains domaines d'activité. Est-ce que selon vous, il y aura un impact direct sur le marché du travail notamment? Oui, effectivement, parce que l'objectif aussi, c'est de ramener le secteur informel vers le secteur formel. Et ces mesures fiscales et parafiscales encourageraient beaucoup d'entreprises ou d'opérateurs qui sont dans le secteur informel à intégrer le secteur formel. Et du coup, ça sera une occasion pour augmenter une assiette fiscale, même si on va diminuer en taxes, mais on va augmenter le nombre d'entreprises qui vont intégrer le cercle fiscal et, par exemple, le secteur du e-commerce qui a connu depuis la pandémie du Covid
une croissance très importante au niveau du marché algérien. Et du coup, donc, des mesures vont encourager ces opérateurs aussi de toute taille, c'est-à-dire petits, moyens ou grands opérateurs, à collaborer ensemble parce que pour le bien et du citoyen, pour avoir un produit disponible un peu partout en Algérie, sachant que la logistique est très compliquée dans certaines régions, et du coup, ça aide les opérateurs industriels aussi à mieux distribuer et optimiser leurs dépenses de distribution. Et du coup, ça va impacter sur les prix sur le territoire national. Moi j'aimerais revenir sur la question des mesures fiscales, parce qu'on l'observe, c'est une réalité. À chaque loi de finances, à chaque projet de loi de finances, ces mesures fiscales sont présentes. Il y a toujours cet appel qui est renouvelé. Vous aviez parlé tout à l'heure du marché et de l'informel. Est-ce que vous pensez que ces appels vont, au fil des années, vont drainer de plus en plus de personnes qui sont dans ce secteur, qui échappent un peu au secteur bancaire, hein. Il y a une masse monétaire qui circule dans le marché informel qui est assez importante. Et ces mesures fiscales finiront par encourager les plus récalcitrants à revenir? Oui, parce que le secteur informel, c'est des gens pragmatiques. Si on arrive à les attirer avec des mesures réelles et intéressantes, ils ne diront pas non. Par contre... ils verront bien sûr leur intérêt. C'est tout à fait normal. Comme tout opérateur économique, il est là pour se faire des bénéfices. Mais si ce bénéfice est partagé presque sur des taxes fiscales et parafiscales, c'est un peu, je vais dire, je fais partie de l'école qui dit que trop d'impôts tue l'impôt, donc l'opérateur va soit faire des fausses déclarations ou alors aller vers... se soustraire au système. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ces mesures fiscales qui sont devenues, j'aimerais dire, un peu une tradition dans les PLF qu'on voit ces dernières années, c'est toujours ces mesures qu'on appelle des mesures d'encouragement pour inciter ces opérateurs à revenir? Est-ce que cette politique marchera? Est-ce que ces opérateurs finiront par venir petit à petit? Je pense que tellement le poids de l'informel dans l'économie algérienne est relativement important, pour ne pas dire un point très important, et surtout en matière de transactions commerciales informelles et de transactions même monétaires, hein, c'est-à-dire le règlement des transactions commerciales en cash. Et la Banque d'Algérie, dans ses rapports, même dans ses bilans, donc il souligne toujours un taux assez important en matière de circulation monétaire fiduciaire. Ça dépasse les 8200 milliards de dinars. Donc c'est du cash qui circule hors circuit formel. Hors circuit formel. Maintenant, peut-être structurellement, il y a une faible bancarisation, il y a une faible inclusion financière, mais je pense que depuis quelques années, quand même, il y a eu des mesures incitatives de la part du pouvoir public. Mis à part les impôts? En plus des impôts, justement. En plus des impôts. Les impôts, en tout cas, quand on regarde la structure des recettes fiscales, des recettes ordinaires, c'est-à-dire on ne relève pas un poids fiscal sur le PIB ou même sur l'activité économique. C'est-à-dire, il y a plus de dépenses fiscales aussi. Hein. L'État, c'est dans le PLF, il y a déjà plus de 500 milliards de dinars de dépenses fiscales. Et quand on rapporte les 4100 milliards de dinars comme ça environ, c'est 4100 milliards de dinars de recettes fiscales. Donc par rapport, c'est-à-dire au potentiel mobilisable en matière de fiscalité, je pense qu'on est très loin. Et cela est expliqué d'abord par l'activité informelle, par des transactions informelles, par la faible bancarisation des transactions. Maintenant, il y a des moyens alternatifs techniquement qui se mettent progressivement, le e-payment, etc., le paiement électronique, les plateformes, les intermédiaires de paiement. Est-ce que vous pensez que la période où on initiait, ou alors on introduisait de manière optionnelle le e-payment, est-ce que vous pensez qu'un jour on irait vers un e-payment obligatoire sur certains produits ou alors vers certains seuils de produits? On l'a déjà tenté cette expérience. Justement, depuis quelques années, il y a eu une politique progressive
c'est-à-dire pour... incitatives. Progressive et incitative. Progressive parce qu'on ne peut pas y aller avec une thérapie de choc. C'est difficile. Pour ne pas créer des crises et des ruptures dans les cycles. Parce que même une partie de l'informel participe à la création d'emplois, à la création de richesses. Ça fait vivre aussi beaucoup de familles. Ça fait vivre des familles. Donc, il y a une politique progressive, d'intégration progressive de cet informel, mais aussi, et en parallèle, il y a justement des mesures. La loi de finances 2025, justement, elle a imposé le règlement d'un certain nombre de transactions par voie scripturale, par chèque ou par paiement électronique, c'est-à-dire l'acquisition, par exemple, de l'immobilier. Donc, de certains biens, c'est-à-dire relativement importants. Donc, ça, c'est une mesure. Mais il faut encore faire davantage dans l'imposition du paiement par voie officielle, scripturelle ou par le paiement électronique. Alors, le paiement électronique, c'est... allez-y, vous voulez terminer sur... Pourquoi ? Parce que fondamentalement, le problème se situe au niveau de la traçabilité des transactions. Parce qu'il n'y a pas que le manque à gagner en matière fiscale pour l'État ou le manque à mobiliser sur le plan monétaire pour les banques. Mais il y a aussi une transparence qu'il faut assurer. Et ce cash qui circule dans l'informel et qui échappe aussi au contrôle institutionnel peut représenter même un risque de sécurité nationale. De sécurité nationale, donc il faut le contenir progressivement, bien entendu pas avec une thérapie de choc, mais fournir des alternatives. Je pense qu'il y a quand même des alternatives qui ont été fournies aussi, même pour ceux qui refusent de déposer leur argent dans des banques classiques. Il y a des banques islamiques maintenant introduites, etc., pour épargner au niveau, ou même investir à travers des instruments de la finance islamique. Exact. Donc il y a des alternatives qui sont mises en place. Et en parallèle, il faut continuer surtout ces réformes structurelles, parce que le problème se situe au niveau de la distribution et l'organisation du commerce. Très bien. Alors, vous m'avez tendu la perche tout à l'heure, même si vous avez échappé un peu dans vos idées. Je voudrais rester sur la numérisation, Hicham Ben Mohamed. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Vous avez créé une start-up pour essayer un peu de contribuer dans ce travail de transparence et de numérisation justement dans ce sens, à travers l'administration et la simplification des procédures. Est-ce qu'aujourd'hui, la numérisation est la clé réelle pour essayer d'endiguer certains mauvais comportements? Et on en a parlé pendant des plateaux, on en a parlé avec M. Hachid pendant des années sur ce principe de numérisation. Le président de la République insiste dessus régulièrement. Il y a des organismes avec le Haut Commissariat, justement, cet organisme de la numérisation qui a même proposé toute une stratégie dans ce sens. Ça reste quand même le cœur du problème. Il faut numériser pour avancer. Oui, alors on ne peut pas atteindre une efficience sans la numérisation. En parlant de numérisation, on doit aller actuellement de la numérisation vers la transformation numérique. Parce que numériser un document, ce n'est pas l'idéal. C'est aller vers une harmonisation de l'utilisation de la donnée à travers toutes les structures étatiques, voire même privées, pour pouvoir réduire le temps d'accès à ces données. On n'a pas besoin de se déplacer de Tamanrasset vers Alger pour ramener un dossier au niveau d'un ministère. Et si on oublie un document, on doit faire quoi? On doit revenir. Donc on doit aller vers un objectif, la suppression totale des imprimantes. Donc ça, il faudrait que ça disparaisse. D'une part, et d'autre part, la numérisation va aider à détecter le dinar qui va être dépensé par l'État sur tout le territoire national. Je ne suis pas contre les dépenses étatiques, mais il faudrait que chaque dinar soit mentionné pour que, à partir du chef de l'État jusqu'au responsable sur terrain, il voit ce qu'il a dépensé, quand, comment, avec qui. Pour qu'on puisse, d'une part, avoir des garanties. Si je fais une promotion immobilière ou autre, je dois voir j'ai dépensé quand, combien et qui a été responsable
de ce marché. Et donc, du coup, à travers la numérisation, j'ai une plateforme, j'ai une visibilité qui est en temps réel. Et quand on parle en temps réel, ça fait gagner et à l'opérateur économique et à l'État des milliards de dinars par an si on supprime les déplacements des fois inutiles des opérateurs. Parce qu'un opérateur économique, quand il laisse son entreprise à Sétif et il vient à Alger, je ne dis pas qu'il n'a pas les collaborateurs, mais de préférence, il reste se concentrer sur sa mission au lieu de se déplacer pour ramener des documents. Et ça, on peut le faire. On n'est pas très loin. On a recensé plus de 90 applications étatiques, donc du secteur, des différents secteurs. Ce qui serait l'idéal, c'est d'harmoniser tout ça. C'est en cours. Le Haut Commissariat à la numérisation est en train de faire un travail intéressant. Et donc, du coup, d'ici peut-être quelques mois, on aura des plateformes qui vont encourager la traçabilité de chaque dépense. Et ça va faire gagner, déjà en part, c'est-à-dire en dépenses publiques, ça va faire gagner énormément d'argent, mais aussi pour les opérateurs, ça va encourager plus d'opérateurs économiques peut-être à investir, même les investissements directs étrangers, ils vont être... Parce qu'un investisseur étranger, il n'a pas vraiment le temps de rester 2-3 semaines pour régler des papiers ici. Il aime bien gérer les choses à distance. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que l'instantanéité de la donnée, c'est-à-dire avoir la traçabilité, l'instantanéité et la transparence sont les facteurs les plus déterminants, indispensables pour encourager cette numérisation qui va aider l'économie nationale de manière efficace. J'aimerais parler avec vous, Mohamed Achir, sur ce qui a été fait en matière de numérisation, parce que on l'a remarqué dans chaque conseil des ministres, le président de la République veille toujours à suivre de manière très assidue le travail qui est fait notamment en matière de numérisation, pour savoir que c'est une politique d'État qui est au cœur des préoccupations et au cœur des priorités. Aujourd'hui, beaucoup de travail a été fait. Où est-ce qu'on en est selon vous? Est-ce qu'il y a encore des étapes à franchir ou alors tout est prêt, on est prêt à automatiser et c'est à partir de demain? Je pense qu'il y a eu quand même des efforts importants et même quelques résultats, on peut les relever aussi sur le terrain. D'abord, ça commence par l'adoption de la stratégie nationale de la numérisation d'ici 2030. Donc, elle est adoptée, dans laquelle on trouve 5 piliers de cette numérisation, notamment le pilier relatif à la mise en place d'une infrastructure. Parce que c'est très important. Si on n'a pas une infrastructure... Pardonnez-moi, avant la stratégie, il y a eu déjà un travail, il y a eu déjà des secteurs, par exemple des départements qui ont déjà entamé leur numérisation à leur niveau. Mais là, on est en train de parler de ces ponts qui doivent se créer justement entre ces différentes structures et ces départements. Justement, c'est cette stratégie qui donne la boussole à suivre. C'est-à-dire qui donne aussi, en quelque sorte... Et il met l'ordre dans cet orchestre de numérisation. Parce qu'effectivement, à un certain moment, il y a eu, disons, une segmentation, chaque secteur numérisé dans son... Certains ont été plus rapides que d'autres. Plus rapides. Le ministère de l'Intérieur était pionnier aussi, avec la carte nationale biométrique, l'identifiant national, la justice, la CNAS aussi, avec la carte chiffre, etc. Mais il n'y avait pas de... D'abord, il n'y a pas eu une stratégie nationale, une politique nationale à suivre, avec des objectifs, avec des actions, des moyens à mobiliser, etc. Et aussi, on était, en quelque sorte, on s'est retrouvé avec plusieurs plateformes, applications, mais sans interopérabilité. Donc, juste pour revenir à ce que disait Hicham Bab Ahmed, c'est par rapport
aux dépenses, parce que ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'abord pérenniser ce système qui permettra de gagner de l'argent, de gagner du temps et d'être plus efficace, notamment dans les calculs budgétaires que nous sommes en train de faire régulièrement avec ces bilans en fin d'année et ces projets de loi de finances. Si vous permettez, pour ne pas sortir un peu du sujet, j'aimerais parler d'un autre volet qui est très très important, qui est intégré justement dans ce PLF 2026, c'est le caractère social de l'État qui reste quand même la colonne vertébrale qui régit justement nos systèmes financiers. C'est près de 6 000 milliards, pour donner un chiffre, 6 000 milliards de dinars qui sont consacrés aux transferts sociaux. C'est un chiffre énorme qui traduit tout l'effort qui est soutenable à moyen terme. Que faut-il s'attendre selon vous, Mohamed Achir? Est-ce qu'il y a une révision progressive de ce modèle? Est-ce qu'on peut continuer sur ces transferts sociaux ou est-ce que l'option de ciblage est encore à l'ordre du jour? En tout cas, vous êtes en train de faire le lien avec la numérisation. Absolument. C'est fondamental. Tout est lié à la numérisation. Oui, exactement. Et d'ailleurs, maintenant, on est surtout avec le data center, etc., et avec une plateforme nationale et l'interopérabilité des différentes données, c'est-à-dire comment mettre en place toutes ces données-là. Donc, le travail, c'est-à-dire d'identification, de traçabilité, de numérisation, est fondamental pour y aller vers une politique de ciblage, pour y aller vers une politique de rationalisation budgétaire. Et pour surtout, parce que le problème maintenant, effectivement, quand on a 6 000 milliards de dinars de dépenses, de transferts, de différents transferts, c'est le titre des transferts, donc dans lequel on retrouve plusieurs postes de dépenses, comme l'énergie par exemple, et les produits de première nécessité. Et puis c'est vrai, l'éducation, on a la santé et l'éducation, les UPA, les établissements publics à caractère administratif. Et donc on a aussi les retraités, on a les chômeurs, 420 milliards de dinars. Donc tout ça, ça constitue quand même un gisement important, c'est-à-dire qui pourrait dégager beaucoup d'économies budgétaires. Donc la vision d'économie budgétaire, il existe en tout cas, même au niveau c'est-à-dire des pouvoirs publics. Mais c'est les moyens de la mise en œuvre de cette économie budgétaire qui posent problème. Comment cibler? Avec quelle méthode? Et qui cibler? Donc d'abord c'est politique, donc le principe le caractère social de l'État, il est c'est-à-dire incontestable. Il est garanti. Il est garanti, il est même constitutionnalisé, mais maintenant, il y a nécessité de faire de la rationalisation dans certaines dépenses qui s'avèrent d'abord très coûteuses pour le budget de l'État, mais parfois qui sont inégalitaires, inéquitables, parce qu'elles profitent plus aux riches qu'aux pauvres. Et si on fait donc le ciblage, au contraire, on va améliorer la qualité du transfert social aux catégories nécessiteuses. Donc ça va créer même, ça va améliorer la qualité du service public et la qualité de l'aide de l'État. Donc ça c'est un chantier que l'État, je pense, il allait le lancer il y a quelques années, mais après, effectivement, c'est conditionné par la mise en place d'une base de données nationale. Donc c'est précis, c'est inévitable. Voilà. Sinon, aujourd'hui, quand on a parlé du cash, mais il y a des commerçants peut-être qui travaillent dans l'informel et qui ont des centaines de milliards et qui bénéficient de logement social, qui bénéficient de l'aide scolaire, etc. Parce qu'on a une défaillance. Parce qu'on n'a pas identifié encore toutes ces personnes. Donc, et puis changer de paradigme aussi et aller vers le transfert monétaire carrément. C'est-à-dire, au lieu de subventionner le prix, par exemple la semoule, la farine, l'énergie, etc., subventionner le sucre, le café, il faut transférer de l'argent aux personnes. Encore faut-il cibler les personnes. Même aux classes moyennes, aux fonctionnaires. Un fonctionnaire, vous lui transférez de l'argent et vous lui donnez un forfait par rapport à son carburant, sa consommation du carburant, par exemple. Mohamed, vous me tendez une belle perche pour Hicham Baba Ahmed pour parler justement du point de vue sociétal.
Je reste sur les aides justement qui bénéficient notamment pour les chômeurs, les retraités, aussi les subventions. Est-ce que ces aides contribuent à stimuler ou au contraire à freiner l'esprit d'initiative chez les jeunes actifs aujourd'hui? Est-ce que par exemple, ce qu'on est en train de dire, ces aides, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est face à peut-être à des paramètres galvanisateurs ou alors des paramètres qui freinent un peu l'initiative? Selon votre expérience, vous êtes enseignant, vous rencontrez des jeunes, votre analyse sur la question? Alors, un jeune a besoin d'un minimum, c'est vrai, pour se déplacer, pour chercher un emploi, etc. Et ce genre d'initiative peut-être aide à booster le jeune au départ, c'est-à-dire pour pouvoir trouver un emploi. C'est une bonne chose pour lui. Pour lui, pour l'aider pour le démarrage. Juste pour le démarrage. Oui. Mais si ça dépasse un certain moment, ça va se retourner contre lui, ça va devenir une sorte d'aide. Contre-productif. Absolument. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être s'orienter aussi vers les personnes qui ont perdu leur emploi, par exemple moins jeunes aussi, et avoir juste un budget pour pouvoir se relever et peut-être lancer un mécanisme CNAC, etc. Donc, parce qu'il y a des mécanismes qui peuvent intéresser les personnes qui ont perdu leur emploi ou l'entreprise. C'est une catégorie dont on ne parle pas beaucoup. Oui. C'est vrai que surtout dans le secteur privé, l'emploi est un peu instable aussi dans certaines entreprises. Vous préconisez que l'État puisse intervenir aussi pour aider ces catégories de personnes qui peuvent également connaître quelques difficultés pendant leur parcours. Oui, effectivement, parce que c'est des gens souvent qui ont des familles et qui se retrouvent sans emploi et c'est très délicat à gérer comme situation. Et bien sûr, il aura juste un moment pour trouver un emploi, donc pour rebondir. Et bien sûr, les organismes comme l'ANEM, etc., jouent le rôle de connexion entre ces personnes et les entreprises. Il y a pas mal d'entreprises des fois qui cherchent le bon profil et qui n'arrivent pas à trouver. Donc le mécanisme est justement grâce à la numérisation aussi, parce que le profil se trouve peut-être à Sétif ou l'entreprise à Mascara ou à Oran. Et donc, pourquoi pas les connecter. La mobilité au niveau national est un facteur qui construit aussi la personne et la famille, parce que quand il y a la mobilité, il y a un échange culturel. Et donc, à travers ce genre de mobilité, donc, on ne se concentre pas sur une zone, mais sur le territoire, pourquoi pas, il y a des personnes qui sont prêtes à aller travailler, à se déplacer, si c'est un poste qui est intéressant, et plus ou moins en fonction de la personne, c'est ça. D'accord. Mohamed Achir, lorsqu'on parle des postes d'emploi, ce qui a été inclus justement dans le PLF 2026, c'est la création de postes d'emploi, notamment dans le secteur public. On parle de près de 100 000 postes, pour être précis 98 000, 45 000 dans l'éducation. La question, est-ce que c'est un signe de vitalité ou, encore une fois, de la dépendance persistante à l'emploi public? En fait, le premier employeur, c'est le secteur privé. Mais le secteur public contribue énormément dans la création d'emplois, que ce soit dans le secteur public économique, les EPA, les établissements publics à caractère administratif, ou dans la fonction publique en général. Mais là, les pouvoirs publics quand même ont maintenu deux secteurs stratégiques, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Donc ils n'ont pas connu de gel de création, de gel de recrutement. Même ces secteurs absorbent régulièrement. Oui, c'est-à-dire même durant la période de crise budgétaire en 2020, avec le Covid-19, etc. On a repris. Mais le secteur, c'est-à-dire la santé et l'éducation, ont été quand même privilégiés en matière d'ouverture de postes d'emploi. Et ça rentre quand même dans une politique quand même intéressante, parce que ça participe à long terme à la compétitivité structurelle. C'est aussi le rôle de l'État, et c'est le rôle de l'État aussi à absorber le chômage.
Très bien. Oui. Donc maintenant, si le secteur privé, il crée de l'emploi, mais il y a beaucoup d'emplois précaires dans le secteur privé. Il y a même de l'emploi non assuré dans le secteur privé, surtout dans le secteur de la construction. Et il y a de l'emploi aussi qui n'est pas assuré, même en matière de chômage après. Alors que normalement, le privé, il doit avoir, c'est-à-dire des conventions par rapport à Est-ce que c'est un manque de contrôle, justement, de la part de l'État? Est-ce que c'est aussi ce manque de contrôle? C'est le rôle de... Ça fait partie de la régulation, effectivement. C'est la régulation. La CNAC était créée initialement pour ça, la Caisse nationale d'assurance chômage. C'était pour prendre en charge surtout les licenciements de la période des années 90, après l'application du plan d'ajustement structurel. Donc la CNAC, par exemple, doit reprendre un peu sa mission initiale en matière non seulement de protection conjoncturelle de licenciés ou bien du chômeur, mais même en termes de propositions de formation, de qualification, c'est-à-dire pour lui permettre une certaine compétence et trouver un nouveau emploi. Donc s'inscrire dans une nouvelle politique aussi de flexibilité de l'emploi. On n'a pas le choix, hein, parce que maintenant avec la mondialisation, la compétitivité, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, la robotisation, donc il faut déjà préparer la flexibilité de l'emploi en Algérie. Et il y a des pays où on change 10 fois, 12 fois de job durant sa carrière. Donc parce que c'est l'économie qui impose une certaine flexibilité. Mais en parallèle, il y a des dispositifs de protection du chômeur, donc on ne laisse pas son revenu, et d'aide à la formation et à la mise à niveau de ses compétences. Donc c'est ça ce qu'il faut mettre en place au moins à moyen terme. Il faut se préparer parce qu'il y a cette révolution. Donc vous portez l'attention sur la formation et sur cette prise en charge. Bien sûr, temporaire. On ne peut pas laisser un chômeur bénéficiant sans revenu, mais en même temps, il faut l'accompagner, il faut l'intégrer coûte que coûte dans le marché. Et ça relève aussi de la responsabilité des organismes étatiques qui sont chargés justement de faire ce suivi. Oui, de la protection. Oui. Et d'ailleurs, heureusement qu'on nous sommes dans un état social. Oui. Parce que quand on fait un peu les calculs macroéconomiques, les grands agrégats en matière de revenus national domestique. Donc, quand on répartit la richesse, ce qu'il capte le capital, la rente et le salaire. Donc, le salaire réellement capte moins de la richesse créée. Et même les revenus salariaux, ils sont inférieurs au taux de consommation des ménages. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une compensation faite par les transferts sociaux. Si ce n'est pas les transferts sociaux, on serait retrouvé dans une situation un peu délicate en matière de pauvreté. Mais heureusement qu'il y a cette compensation. Mais là, il faut augmenter justement les revenus, je ne parle pas de l'augmentation des salaires, mais de la part des salaires dans le revenu national, dans le système de répartition. Et qu'est-ce qui fait augmenter ça? Donc c'est l'activité économique, c'est la productivité, c'est la richesse. Absolument. Hicham Baba Ahmed, on revient rapidement sur la prolongation des avantages fiscaux pour les incubateurs d'entreprises. Les entreprises aussi sont un moyen aussi d'absorber cette main-d'œuvre quand même, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font des études ou même des personnes qui sont des jeunes qui sont dans la formation professionnelle qui a radicalement changé au fil de ces dernières années. La formation professionnelle produit aussi des compétences et un savoir-faire non négligeable. Alors, ces incubateurs d'entreprises, on en parle depuis quelques années, notamment pour les startups et même aussi pour les PME. Il faut encore les soulager, il faut les aider encore? Oui, parce que d'une part, c'est une connexion entre le monde du travail, entre le marché et le monde de la formation. Et c'est une partie vers laquelle la personne qui est en train de créer son entreprise va se retrouver entre spécialistes. Il va être coaché, il va être formé, pas des formations diplômantes. C'est des formations 2-3 jours pour lui expliquer c'est quoi un G50 des impôts, c'est quoi
comment faire une déclaration au niveau de la CNAS, etc., comment être réglo au niveau du CASNOS, etc. Donc tout ça, il va les apprendre avec des spécialistes. Et donc, pour ma part, je pense que les incubateurs, que ce soit des incubateurs privés ou publics, parce qu'actuellement, il y a des incubateurs dans les universités, et donc, à mon sens, on devrait continuer à les aider dans ce sens, parce que on parle pas du jeune qui va aller en chômage, parce qu'il y a énormément de personnes, de jeunes, qui sont très motivés pour créer leur entreprise, et ils ne savent pas par où commencer. Peut-être qu'ils ont une phobie ou une peur, parce que souvent on parle du chef d'entreprise, doit avoir un statut, etc. Alors que j'ai connu des personnes qui ont commencé comme plombier, comme artisan, et actuellement ils ont 15 ou 20 personnes avec eux. Donc c'est une entreprise et qui fait de l'excellent travail parce qu'il a été formé à la rigueur, il a été formé au respect du temps, etc. Donc en plus de son métier. Capacité aussi managériale. Aussi, voilà, en plus de son métier. Absolument. Si vous permettez, monsieur, j'aimerais aussi aborder un autre volet qui est inclus dans ce projet de loi de finances. C'est cette mesure qui reste très importante, c'est la transition écologique et ce besoin de sortir un peu de cette dépendance des hydrocarbures, notamment en essayant de promouvoir aussi de l'énergie verte. On parle aussi de cette exonération pour les véhicules électriques, notamment. On sait que ce modèle de voiture est en train de s'imposer sur le marché international, notamment en Chine et aux États-Unis également. Nous sommes condamnés justement à suivre cette tendance. Et aujourd'hui, faut-il anticiper justement sur cette venue de ce genre de véhicule? Demain, c'est-à-dire l'Algérien pourra consommer notamment avec une énergie verte, moins polluante et plus économique. On réduit pour les importations les importations liées à l'énergie solaire, tout ce qui est équipement. Ces mesures sont importantes à inclure aujourd'hui, avant que ça ne devienne une norme mondiale. On sait que la tendance est en train de se généraliser. Ma question est un peu longue, mais oui, j'espère que vous avez compris un peu ce que j'essaie de dire. En tout cas, il y a deux transitions structurelles et majeures qu'il faut réussir. La transition digitale, numérique, on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la transition énergétique. Il faut réussir la transition énergétique, d'autant plus que l'Algérie dispose d'un potentiel énorme. Nous sommes le pays peut-être le plus ensoleillé au monde. Mais on le dit depuis quelques années, monsieur Hachir. Oui, mais est-ce qu'on le concrétise aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Récemment, en fait, il y a eu quand même la concrétisation, moins sur le terrain. Les entreprises sont sur le terrain de 3000 mégawatts Sonelgaz ou solaire. Oui, Sonelgaz s'engage pleinement dans cette politique. Oui, Sonelgaz, pourquoi pas créer une autre entité carrément pour l'énergie solaire, et pour ne pas rester seulement dépendant de Sonelgaz. Et Sonelgaz, il faut libérer c'est-à-dire l'investissement au privé, au public, parce que le potentiel est très important, que ce soit l'énergie solaire, l'éolien, les biogaz, etc. Parce qu'il y a de l'innovation dans le renouvelable. L'hydrogène vert. L'hydrogène vert surtout, ça c'est stratégique. Oui. L'hydrogène vert, en tout cas, il est quand même stratégique pour notre économie et pour notre aussi, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas rester avec on remarque un peu quelques indicateurs de ce projet de loi de finances par rapport au niveau d'exportation du pétrole et gaz en 2026, 27, 28. Donc on constate qu'il y a une baisse en volume et l'argumentaire il a été souligné. Pourquoi? C'est-à-dire parce qu'il y a un taux de consommation. Il y a une hausse importante du taux de consommation domestique. Du fossile, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. Alors qu'on a tout un potentiel en solaire qu'on peut, c'est-à-dire utiliser. Oui. Donc c'est une nécessité d'abord. Mais c'est aussi une stratégie. Pour ne pas se retrouver dans une situation, c'est-à-dire de crise énergétique d'ici quelques années, parce que
Il faut compter le nombre de logements que nous construisons chaque année, l'augmentation de la population, d'ici quelques années on sera à 50 millions, et tout ça c'est de l'énergie, c'est la consommation d'énergie. Le besoin d'industrialisation du pays, c'est de l'énergie. L'agriculture aussi, l'agriculture c'est de l'énergie, le dessalement de l'eau de mer, c'est de l'énergie. Donc il faut mettre en place tous ces projets de transition énergétique, surtout le solaire. Il y a le 15 gigawatts, 15 000 mégawatts, c'est un programme d'ici 2035, je pense, il faut le réaliser. Et il y a les 22 000 aussi qui intègrent le tout, donc il faut travailler. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est plus une contrainte, parce que le produit algérien sera taxé, il y a la taxe carbone. Oui. Ah oui, donc c'est une contrainte quand on exporte. Nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Hicham Baba Ahmed, j'aimerais aussi écouter votre avis sur la question de ce besoin d'aller vers cette transition énergétique. On en parle régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer, comme le dit M. Hachir, nous n'avons plus le choix, nous sommes obligés d'y aller? Oui, alors je rebondis sur la question des logements. Oui. J'aimerais attirer l'attention des pouvoirs publics, parce qu'il y a des spécialistes dans le domaine, je ne suis pas spécialiste, mais sur la construction avec isolation thermique, qui est très importante, que ce soit au nord qu'au sud d'Algérie. Parce qu'on est en train de perdre de l'énergie à cause des constructions. Beaucoup de constructions. Vous proposez que ça devienne une norme. C'est une nécessité. On est en train de perdre l'énergie. On a des cloisons, enfin, je ne suis pas technicien dans le domaine, mais des cloisons au niveau du sud, où il fait 50 degrés à l'ombre. Et du coup, donc, alors que culturellement parlant, on pouvait s'imprégner, rajouter les constructions comme culturellement parlant avec isolation, ce qui se fait à Vergaïa, déjà, par exemple. Depuis, on n'avait qu'à copier. Et donc, la climatisation est obligatoire. On ne peut pas regarder, mais j'aurais aimé voir un climatiseur par maison parce qu'il y a une isolation. Ça, c'est un exemple. Parmi si vous me permettez, il y a eu certaines mesures qui ont été adoptées, notamment abandonner un peu de tout ce qui est volé en bois. Il y a quelques années, on a préconisé aussi d'installer des fenêtres pour les nouvelles constructions qui permettraient une isolation. J'y arrive. Oui, mais on est passé au béton armé entre les cloisons. Donc là, nous sommes en train de parler des cloisons. Préconisées, c'est-à-dire qu'il y ait une isolation à la base de la construction. Elle est indispensable parce qu'on a 300 000, 500 000 logements qui vont être construits. Pourquoi pas encourager les bénéficiaires de logements peut-être à investir un budget qui sera subventionné. Ce n'est pas grave de subventionner ce genre de choses. Subventionner par l'État une isolation. Parce que quand on subventionne une isolation, c'est du gaz qu'on va gagner plus tard. Qu'on va économiser sur l'avenir. Et aussi pour les voitures, il y a certains constructeurs de voitures qui sont en train de revenir sur le modèle électrique. Tout simplement parce que les batteries coûtent excessivement cher. Ça, c'est une autre problématique, même si beaucoup investissent aussi sur les voitures électriques. C'est-à-dire aujourd'hui, l'industrie automobile chinoise s'appuie aussi sur ce segment. On est bien d'accord. Oui, mais il faut détenir aussi les capacités et la matière première, le lithium notamment, pour le faire. Exact, mais en parallèle, réduire le nombre de déplacements. Des fois, on a des déplacements qu'on peut optimiser. Ça, c'est indispensable, et je reviens sur la numérisation. Donc des fois on fait des déplacements souvent ou alors inutiles. Et en parallèle encourager le transport public via le train. On a des projets sur la loi de finances en 2026. Le tramway, le train, etc. Donc plus on encourage ce genre de process pour le déplacement, et donc moins on prend le véhicule, et donc même le véhicule thermique, on a tendance à moins le prendre. Absolument. Donc on peut optimiser d'une part, parce que pour l'instant on ne peut pas aller 100% vers l'électrique, tout simplement parce qu'on a un pays très vaste et on ne peut pas
recharger le véhicule pour l'instant là où on veut, au niveau national. Il y a certaines bornes électriques qui s'installent, mais le thermique a encore quelques jours devant lui. Mohamed Achir, une dernière question, parce que nous arrivons pratiquement à la fin et on n'a pas tout abordé, le projet de loi de finances. Si on commence un peu à aller dans les détails de ce projet de loi, il y a beaucoup à dire. Mais il y a certaines mesures qui ont été bien perçues, notamment par les députés qui sont à la PN, qui débattent en ce moment de ce projet de loi qui va être adopté, il faut le rappeler, mardi 18 novembre. Alors, il y a le gouvernement qui prévoit cette réduction totale du taux d'intérêt sur certains prêts immobiliers pour les fonctionnaires. C'est une mesure qui encourage aussi cette classe moyenne à accéder à une habitation digne. Est-ce que vous pensez que cette mesure aussi sociale, c'est l'État encore qui prend en charge, c'est dans quel objectif, selon vous? C'est-à-dire aider et permettre cet accès au logement pour peut-être une catégorie qui est souvent peut-être oubliée? Oui, mais d'abord, on parle des fonctionnaires en particulier. Oui, c'est ça. D'abord, c'est une bonification qui sera supportée par le Trésor public. Donc, il y a de l'argent. Ouais. Et puis, cette catégorie, effectivement, de fonctionnaires, parfois, ils ne se retrouvent pas dans les dispositifs. Parfois, il est exclu de l'aide, c'est-à-dire de social, ce qu'on appelle le logement locatif social, il est exclu parce qu'il a un revenu. Voilà. Et LPA également. Après, c'est le promotionnel c'est cher, le privé, même le promotionnel public, c'est un peu cher aussi. Donc comme ça, avec une bonification quand même, ça va lui permettre d'abord d'avoir un choix, d'aller souscrire avec le promoteur, que ce soit public ou privé. Et puis, il y a une participation de sa part déjà, il y a un effort. Donc, il paye son logement, bien sûr. Voilà, il paye son logement. Et puis, je pense même ça va amorcer une nouvelle politique de logement dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas rester aussi avec cette formule généreuse de distribution de logement social, LPA, d'aide, etc. Donc, il faut y aller vers d'autres systèmes alternatifs, la location, par exemple, la promotion, mais avec... Bien sûr, avec les aides de l'État, notamment la bonification des taux d'intérêt. Absolument. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir été avec moi, pour m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro de l'émission Déclic sur Canal Algérie, consacré aux questions économiques nationales et internationales également. Hicham Baba Ahmed, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Mohamed Achir également, merci à vous messieurs, donc encore une fois, et je souhaite à vous tous téléspectateurs de passer une très bonne soirée. Je vous retrouve mardi prochain à même heure.